Mon inconscient me disait pourquoi elle et pas moi. Sacré caractère. Sacré, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est mon caractère. C'est comme ça. Ouais. Obstiné. Indécrottable, ouais, vous dites. Oui, c'est-à-dire que vous ne lâchez rien. C'était les critiques que me faisait cette méchante maîtresse d'école qui reste très obsédante pour moi d'ailleurs, et que j'ai même cristallisé à travers cette actrice à qui je demandais d'être la plus monstrueuse possible quand elle disait à ce gosse qu'il était indécrottable. C'est ce que vous disiez, votre institutrice? Oui, mais c'est une façon de dire que on peut toujours agir sur soi. Et avoir la maîtrise de soi. Peut-être pas la maîtrise, mais en tous les cas, s'améliorer de façon à contribuer aussi peut-être à améliorer le monde. Alors merci beaucoup Richard Berry d'être voilà, ici ce soir, parce que je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous, vous êtes assez discret. Marie, donc votre sœur à qui vous avez fait ce don d'organes, nous rejoindra tout à l'heure, puisque vous avez accepté d'être réunis aussi ici depuis cette double opération. Oui. Alors pour vous, c'est un geste d'amour, Richard Berry, ou un vrai travail d'homme? C'est ce que dit votre ami et comédien Patrick Timsit. J'ai été élevé dans cette culture, disons, de la maladie, si je peux dire, de ma sœur, puisqu'elle a une maladie génétique depuis la naissance, et que j'ai toujours su qu'elle était malade, j'ai toujours su qu'elle était en survie, et puis j'ai très tôt vu ma mère faire le même geste, parce qu'il ne faut pas oublier que ma mère, il y a 33 ans, lui a déjà donné un rein, c'était même une pionnière en la matière, puisqu'il y en avait eu très très peu auparavant, des donneurs vivants. Et donc, je ne sais pas... C'était naturel, c'est ça que vous C'était naturel, dire quoi. Je veux dire, je n'ai pas... c'est dans les 2 années qui ont précédé cette opération que j'ai subie que j'ai finalement pris le temps où j'ai été obligé d'y réfléchir. Vous pensiez que ça pouvait arriver depuis toujours? Oui. Ou pour vous, votre sœur, on lui demandera tout à l'heure, mais avait à vie, si je puis dire, le rein de votre mère? Non, je l'avais toujours imaginé. J'avais même d'ailleurs, je me souviens très très bien, j'avais posé la question à ma mère il y a 33 ans, j'avais 18 ans ou 19 ans, je lui avais demandé pourquoi c'est toi et pas moi. Elle m'avait expliqué que d'abord c'était les parents, et puis que moi, il fallait que je garde la possibilité d'aider un de mes enfants, si j'en avais plus tard, qui serait susceptible d'avoir ce genre de maladie. Donc comme ça n'a pas été le cas, je gardais cette fenêtre ouverte en moi sur ce don éventuel. Alors, quelques mois seulement, puisque c'était le 21 juin, après cette opération, on est quand même assez stupéfait de vous retrouver dans une forme absolument incroyable, parce que c'est vrai que vous avez une double actualité. Non seulement on vous retrouve tous les soirs donc aux côtés de Patrick Timsit dans une pièce extrêmement drôle, donc L'Emmerdeur, et dans quelque chose d'assez physique, et en même temps en promotion de ce film dont on va parler, qui fait écho à votre propre histoire. Comment vous trouvez l'énergie de mener tout ça de front là, parce qu'on voit que vous vous sentez en forme. Je sais pas, je ne trouve pas l'énergie, je l'ai. Je ne cherche rien du tout. Je suis comme ça. C'est la preuve aussi que donner un rein n'affecte en rien la santé quand elle est bonne au départ. J'ai toujours aimé me sentir bien dans mon corps. J'ai toujours fait du sport. Je bois pas trop d'alcool. Je me suis pas donné à des drogues jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai cette chance, c'est tout. Richard, vous auriez pu, à un moment donné, renoncer? Vous avez douté, vous avez eu peur, ce qui aurait été normal? Alors oui, j'ai eu très très peur. Franchement, c'est très très peur. C'est un compte à rebours qui est extrêmement difficile à vivre psychologiquement. Mais je n'aurais jamais pu arrêter le processus, parce que je pense que je n'aurais pas pu vivre avec moi-même après avoir refusé de le faire. C'était impossible. J'aurais jamais pu me regarder dans la glace. C'était inconcevable de ne pas le faire. Donc il fallait y aller. C'est comme ça. C'est comme quand on doit un jour aller, je sais pas, passer son permis de conduire. Il faut bien. Il faut y aller. Faut bien y aller. Vous vous sentez, comment dire, on dirait en règle, si je puis dire, avec vous-même? En tout cas, j'ai l'impression de faire aujourd'hui tout ce que je peux pour ça. Alors que peut-être avant. Je sentais qu'il me restait quelque chose à faire. Une dette à payer? Une dette, oui, ouais. Une espèce de dette. Ouais. Aussi fort que ça? Oui. Mon inconscient me disait pourquoi elle et pas moi. Donc il y a une espèce de culpabilité qui est omniprésente. Ouais. Alors je disais, en ce moment vous nous entraînez dans 2 univers complètement différents. Une comédie
très très drôle, donc avec Patrick Timsit, l'emmerdeur. Et puis, donc, ce troisième film que vous réalisez, La Boîte Noire, qui est formidablement réalisé et tout aussi formidablement interprété par, donc, on a vu José Garcia et Marion Cotillard. Donc, et Michel Duchossois. Oui, et beaucoup d'autres comédiens. Lecoq, Voilà, c'est carrément un autre univers, un polar psychologique. C'est un thriller. Oui, on peut dire polar, thriller. Oui, avec une réalisation hyper moderne. J'ai été au bout de ce que je ressens, de ce que je suis vraiment. C'est-à-dire que j'ai été au bout de cet univers visuel parce que je considère que dans le cinéma, la forme doit être le véhicule du fond. En confrontant donc l'univers réel et l'univers mental qui est traité différemment. Exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je voulais qu'on rentre dans la boîte noire, d'ailleurs on y rentre dans le film, mais je voulais dire que quand on ouvre la boîte noire, c'est pour aller vers la lumière, justement. Donc, à la suite d'un accident, le héros est à la recherche d'une partie de sa mémoire. Et dans cette recherche de mémoire, quand il plonge dans son cerveau, donc dans sa fameuse boîte noire, ressurgit la mort accidentelle de son frère quand il était petit, son frère qu'il n'a pas pu sauver. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire une comparaison entre ce que vous vivez, le film. Vous avez eu envie de faire ce film à cause de l'histoire de Marie. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce film? Tout ce qui m'a amené à avoir... Finalement, moi, j'aime bien... Je me rends compte, à travers les 3 films que je viens de faire, et avec César, le précédent, ce qui m'intéresse, c'est l'identité, c'est qui on est, comment on peut se transformer, qu'est-ce qu'on peut devenir. J'ai envie de montrer que on peut agir sur soi, sur sa vie, sur son identité, ce qu'on peut faire en face des autres, si tout d'un coup on réfléchit ou on va chercher dans son inconscient des traumatismes qui nous handicapent. Aller vers soi pour mieux aller vers les autres. Exactement. Je pense qu'il faut d'abord s'intéresser à... de psychanalyse, Richard Berry. C'est... Combien d'années? J'ose pas. Bah si, il faut oser. Je sais pas, une bonne quinzaine d'années. Un peu plus? Un peu plus, oui. Oui. Toujours en psychanalyse? Écoutez, oui. Qu'est-ce que je fais d'autre, là? Pas avec moi, mais dans le film. On a tous une boîte noire. On a tous une boîte noire, on a tous des secrets, on a tous plein de culpabilité pour des tas de choses, évidemment. Ouais. Mais est-ce que vous, c'est une forme d'exorcisme? Parce que dans le film, donc, ce qui ressort, c'est qu'il n'a pas pu, dans cet accident qu'il a eu jeune avec son frère, il n'a pas pu sauver son frère. Et il pense tout au long de sa vie, on ne va pas dévoiler le film, mais qu'il est coupable. Est-ce que vous, par l'acte que vous avez fait vis-à-vis de votre sœur, que vous avez donc sauvé, est-ce que... Je n'ai pas voulu écrire ce film par rapport à ça. D'ailleurs, je vous le dis franchement, je n'y ai même pas pensé. C'est ça qui est extraordinaire dans le phénomène de la... Mais bien sûr, c'est ça qui est passionnant dans les principes de l'inconscient. C'est que moi, j'ai écrit ce film pour parler de ce que je viens de dire. Donc, et puis, au fur et à mesure que le film était en train de se terminer, de s'écrire, quelques temps avant de le tourner, j'ai pris conscience que j'avais développer une histoire qui n'est même pas dans la nouvelle d'ailleurs, puisque de la culpabilité de la nouvelle de Tonino Benacquista qui s'appelle La Boîte Noire. Et je me suis servi vraiment du début, juste du carnet noir et de l'accident. Après, j'ai inventé tout un scénario, toute une histoire. Et je me suis rendu compte que c'était effectivement quelque chose qui rejoignait ma propre histoire. Comme quoi, je veux dire, le principe de la boîte noire et de l'inconscient est vrai, quoi. Il y a quelque chose de réel dans les obsessions qui ressortent, là, sous la figure de ce personnage qui se sent coupable de n'avoir pu sauver son frère et qui finalement va découvrir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était coupable à sa place. Qui n'est pas responsable. Alors, sans être indiscret, mais qu'est-ce qui vous pesait tant? Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à la psychanalyse? C'était un mal de vie, finalement. Ça doit être cette forme de culpabilité, mais je ne le savais pas à l'époque. Moi, c'était simplement un mal de vivre, une difficulté à vivre. Et puis, l'aventure a été tellement passionnante que j'y ai trouvé tellement d'autres choses qu'après, c'est du plaisir. Mais est-ce que ça vous a vraiment permis de vous libérer justement de cette culpabilité, d'avancer? Je crois, oui. Par rapport à Marie en particulier? Oui. C'est ça que vous avez trouvé surtout? Bien sûr. Alors c'est vous avec Marie elle, oui. Vous êtes tout petit. Habillé par ma mère. La main très protectrice, vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Oui. Vous avez 18 mois de plus que Marie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, elle raconte
d'ores et déjà l'histoire de notre vie, quoi. J'ai un sentiment de protection, de prise en charge, de responsabilité par rapport à elle, avec cette cravate ridicule qui fait de moi un petit homme avant l'âge. C'est mon histoire avec elle, en tout cas. Alors, pour qu'on comprenne bien aussi, vos parents étaient commerçants. Donc, au début, ils n'ont pas toujours été commerçants, ils étaient représentants. Pendant les premières années de notre vie, ils étaient représentants jusqu'à ce que j'ai 5 ans à peu près. Ouais. Ils étaient sur les routes. Voilà, c'est ça. Donc vous étiez seul. On nous laissait chez des nourrices. C'était vous l'aîné, donc un peu chef de famille. C'était moi l'aîné, chef de famille. Voilà, il me demandait de protéger ma sœur. Et j'ai essayé de lui faire vivre une vie entre guillemets normale, enfin en tout cas qu'elle s'en approche. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle puisse continuer à voir ce que je voyais, à sortir là où je sortais, à rire comme je riais. Parce que je trouvais ça profondément injuste qu'elle puisse pas avoir droit à tout ça. Elle était si belle et capable de bouger, oui. Elle est magnifique, Marie. On va voir. Ouais. Moi, c'est marrant parce que je vous vois un peu comme des jumeaux, dans le fond. Vous êtes un peu un couple gémellaire. Peut-être, oui. Peut-être. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou par amour? De plus fou par amour, c'est peut-être ça. Mais moi, je pense que tout ce qu'on fait par amour, c'est pas fou. C'est normal. Alors, le 21 juin dernier, vous étiez côte à côte avec Marie à l'hôpital et pendant qu'elle nous rejoint, on regarde ce portrait d'elle. Marie est la sœur cadette de Richard Berry, qui est l'aîné de 3 enfants. Dès son jeune âge, on découvre qu'elle souffre du syndrome d'Alport, une maladie génétique qui empêche ses reins de fonctionner normalement. C'était une jeune femme, une jeune fille qui se cherchait, qui était joyeuse et qui voulait surtout pas qu'on lui dise qu'elle était malade. À l'adolescence, son état empire. Les greffes d'organes en sont encore au stade expérimental. Pourtant, sa mère n'hésite pas, au péril de sa vie, à offrir un rein pour sauver sa fille. Marie a alors 17 ans. J'ai reçu le rein de ma mère en 70. Et je l'ai gardé au chaud dans mon ventre pendant 33 ans. Ce qui est assez exceptionnel. Mais en 2002, son corps rejette la greffe. Commence alors la difficile attente sous dialyse d'un autre rein quand les médecins lui diagnostiquent un cancer du sein. Très étrangement, elle s'en fichait complètement du cancer. Mais alors complètement, elle n'en a jamais parlé. Ce qu'elle voulait, c'est ne plus aller en dialyse et qu'on lui greffe un rein. Et ce rein, c'est son frère Richard qui va le lui donner le 21 juin 2005. Mon frère m'a sauvé la vie grâce à ce don d'organes. Et une fois de plus, je voudrais le remercier et lui dire que je l'aime et que ce geste me bouleverse toujours autant. Merci Marie de nous avoir rejoints. Moi, je suis très émue de vous voir côte à côte. Vous avez toujours ce même sentiment, Marie, d'avoir à dire merci à votre frère? Pas qu'à mon frère, à ma mère aussi, bien sûr, mais je suis profondément bouleversée par le geste qu'ils ont fait tous les deux. Je sais qu'ils l'ont fait naturellement, mais par rapport à ma maladie, j'ai un sentiment de culpabilité qui ne me lâche pas. J'ai l'impression d'avoir accaparé vraiment toute ma famille, vampirisé ma famille, et ça c'est très dur à vivre. À quel moment, l'un et l'autre, vous vous êtes rendu compte de ce qu'avait fait votre mère? Parce que vous étiez assez jeune quand ça s'est passé. Je peux vous dire que quand vous voyez partir sur la table d'opération un jour, le 14 décembre 1970, votre mère et votre sœur, ça fait un choc quand même. Moi, j'ai tout de suite pris conscience qu'il y avait un danger réel. Que vous pouviez les perdre toutes les deux? Toutes les deux, oui. Surtout qu'à cette époque, c'était moins fréquent et moins répandu qu'aujourd'hui. Il faut dire que c'est très très rare dans les années 70 d'avoir une greffe qui tienne aussi longtemps. C'était expérimental. Absolument. Et qui tienne pendant 33 ans, mais on ne vous l'avait pas dit. Vous avez un miracle. J'ai appris très récemment que mes parents et mes frères le savaient, que j'étais menacée par le rejet
pendant ces 33 ans, mais moi, je ne l'ai jamais su. Alors, vous expliquez dans le livre, un livre très touchant que vous publiez aux éditions Michel Lafon, Le don de soi. C'est un livre qui raconte toute votre vie et qui va être très, très utile à des tas de personnes dont vous avez fait la préface, Richard. Et vous dites que vous avez attendu serein comme on attendrait un enfant, sauf qu'à l'inverse de ce qui se passe habituellement, cet enfant-là va me donner la vie. Absolument, oui. Et très étrangement, quand je parle de mon rein, j'ai tendance à porter la main sur mon ventre parce qu'il est là, devant, et que j'ai toujours eu le sentiment de porter comme un enfant. Ce que vous avez fait pendant toutes ces années. Pendant 33 ans, moi, je l'ai porté mon bébé. C'est une grossesse longue. On va sourire de tout ça. Mais vous dites quelque chose qui me semble tellement fort quand même, Marie. J'imagine que Richard, ça n'a pas pu lui échapper. C'est que vous dites dans le fond que c'est plus naturel d'avoir la vie donnée par sa mère, donc que sa mère engendre la vie, que d'avoir la vie donnée par son frère. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait, oui. Elle a raison. Je veux dire, c'est un acte qui est presque naturel venant d'une mère ou d'un père, et qui l'est beaucoup moins venant d'un frère. Mais pour moi, c'était incontournable. Il fallait le faire, et donc voilà. Alors Richard, vous étiez compatible, puisque ça a pu se faire, mais votre autre frère, Philippe, qui s'était lui aussi... Voilà, mon frère s'était proposé tout de suite. Aussi. Philippe a tout de suite dit oui, moi aussi. Je pense que s'il avait été compatible, on se serait battu en disant c'est toi, c'est moi, etc. Mais là, les choses ont été réglées très vite, puisque lui, il n'a pas le même groupe sanguin, donc c'était... on ne s'est rien dit de plus depuis, non. Moi, je suis très heureux de l'avoir. Vous dites dans la préface qu'elle a retrouvé tout de suite son teint... Le teint rose. Le lendemain de l'opération, c'est vrai. J'avais un teint rose. Alors qu'elle était cadavérique, quoi. Elle était plus irriguée. Et puis, je veux dire, elle ne communiquait plus du tout, quasiment, quoi. Tandis que là, maintenant, ça y est, regardez, le livre, elle l'avait commencé bien avant, évidemment, pendant ces années de dialyse. Mais là, elle s'exprime. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Voilà. De toute façon, on n'a rien à se dire. Donc... Mais vous avez quand même... Je ne la connais pas, cette fille. Richard, alors vous avez lu évidemment le livre de Marie, puisque je disais, vous en avez fait d'ailleurs une très jolie préface. Marie explique que pendant ce temps d'attente, à un moment donné, effectivement, vous ne vous parliez plus. Comment vous l'expliquez, vous, que vous ne pouviez plus parler avec Marie ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, cet échange-là est au-delà des mots, quoi. C'est pas formulable. Et quelles que soient les choses qu'on pouvait se dire, ça n'arrivait pas à la hauteur du sentiment profond qui générait justement tout ce qui était en train de se passer. Et moi, il fallait que je me démerde tout seul avec mes angoisses et mes peurs, qui étaient réelles et que j'évalue encore même aujourd'hui. Et puis elle, il fallait qu'elle se démerde avec sa culpabilité, avec tout ça. Je veux dire, je pense qu'on avait chacun assez de poids à supporter, à assumer, donc c'était inutile. Et Marie, vous aviez peur pour lui ? J'avais beaucoup plus peur pour lui que pour moi, oui. C'est vrai ? Bien sûr. Mais on sent, Marie revient quand même beaucoup dans son livre sur le sentiment d'avoir été un poids pour la famille, que toute la famille se soit organisée autour d'elle. Mais vous avez dû aussi apporter des choses, par exemple, à Richard. Bien sûr, elle m'a offert la possibilité de me dépasser finalement, d'aller au-delà de moi-même, d'être, comme dit Patrick d'ailleurs dans son film, d'être vraiment quelqu'un de bien. Mais vous étiez quelqu'un de bien. Oui, mais là, le fait de ne pas pouvoir contribuer à l'aider réellement, j'étais pas quelqu'un de bien totalement, quoi. Il fallait que je puisse faire quelque chose momentanément. Ça durera ce que ça durera, je sais pas, mais en tous les cas, de pouvoir l'aider à vivre le mieux possible. Ouais. Vous en avez parlé de ça, Marie ? Parce que quand on sait que quand on reçoit effectivement un organe,
On a vu, il y a le rejet possible. Sait, donc c'est pas la peine d'en parler, mais en revanche, moi j'ai cette hâte de vivre, de faire des choses, et j'ai conscience que j'ai pas de temps à perdre, quoi. J'en profite d'ailleurs pour donner des chiffres, c'est important. Donc en France, on est très très en retard. Il y a 5%, mais vous pouvez peut-être le dire vous, Richard, parce que je sais que c'est devenu un combat pour l'un et l'autre. 6%, et là c'est en train de monter cette année. 6% on va peut-être passer à 7 cette année. De personnes donc en bonne santé. De donneurs vivants. De donneurs vivants. Ça veut dire que sur l'ensemble des greffes, voilà, on fait que 6% de donneurs vivants. Alors que, par exemple, en Norvège ou aux États-Unis, 40%. C'est 40%. Donc c'est quand même énorme. Oui, oui. Donc c'est la peur. Ça veut dire que c'est la peur qui... C'est pas la peur, c'est la peur. Je pense que c'est un manque d'information. Parce que je pense que les gens ont cette générosité, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, comment faire. Personne ne leur explique les démarches, personne... Alors, l'un et l'autre, vous êtes membre de l'association l'AIRG, l'ERG, l'association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales. Et on apprend aussi dans le livre qu'il ne vous l'avait pas dit, votre frère. Ben oui, il avait fait les cavaliers seul, une fois de plus. Et donc... Vous ne parlez pas, vous êtes très secret. Oui, moi c'est vrai, on me le reproche très souvent. Il ne parle pas, il agit. On le voit, on le voit. Comme par exemple, je me suis rendu compte que j'avais rendez-vous au ministère de la Santé pour faire avancer justement les choses du don d'organes, et je lui ai dit le jour même, je crois. C'est assez énervant quand même. Mais ça vous a fait plaisir. Ah oui, ça m'a fait énormément plaisir, pas seulement pour moi, mais pour tous les malades qui sont en attente. Le numéro de l'association s'inscrit d'ailleurs en ce moment sur l'écran. Et Richard, vous avez continué, vous, donc, dans ce combat, puisque vous êtes en passe d'obtenir que ceux qui sont donneurs d'organes se soient inscrits sur les cartes d'identité, les permis de conduire. C'est vous qui l'avez... Oui, je me bats beaucoup pour ça, déjà, parce que, vous savez, la loi française est très bien faite en la matière. Il faut savoir reconnaître ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le monde est donneur potentiel. Oui. Sauf si on se déclare, on se manifeste comme n'étant pas donneur. Mais malgré cette loi, la médecine, les médecins demandent toujours, par déontologie à la famille, si on est d'accord, s'ils sont d'accord pour qu'on prélève un organe, quel qu'il soit, sur quelqu'un qui est mort... Cliniquement, on va dire. Oui, voilà, d'une mort cérébrale. Et dans plus de 30% des cas... Oh oui, facile. Oui, ils refusent. Mais c'est-à-dire que sous le choc d'éléments, ce qui est totalement compréhensible. Et même, je veux dire, humain, quoi. Donc moi, je pense que si on déterminait tout simplement sur la carte d'identité ou sur le permis de conduire qu'on est donneur ou pas, il n'y aurait plus cette question-là à poser, et ça simplifierait le travail de la médecine comme des gens concernés, des familles. Cela dit, il faut dire aussi qu'en attendant, quand on est donneur, quand on peut l'inscrire soi-même, on l'a dans son sac à main, on a formé ses proches aussi, tout simplement. On a formé ses proches, et ça facilite les choses. C'est important de le rappeler, de le dire, de le répéter, parce qu'on sauve énormément de vies. Bien sûr. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.